Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Fondamental Podcast, le podcast de finance qui se concentre sur les fondamentaux. Je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne IQ Invest. Chez FFP, on vous parle de bourse, de finance et de business chaque lundi matin à 8h pour bien commencer la semaine. Et avant de commencer l'émission, n'oubliez pas de nous laisser des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast et un maximum de likes sur YouTube, ça nous aide beaucoup. Pour plus d'informations, d'articles et de ressources sur l'investissement, n'hésitez pas à aller consulter le site www.iq-invest.fr, développé par Hugo en personne. Et juste avant de commencer, petit rappel, nous ne sommes pas des conseillers financiers et cette émission est à but informatif. Comme le dit Warren Buffett, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait, donc soyez responsable de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Donc faites vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Sur ce, Hugo, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Écoute, on va voyager un peu aujourd'hui puisqu'on va parler de la Chine. On va savoir est-ce que ça serait intéressant d'investir en Chine ou pas, et surtout on va voir ensemble un peu 3 entreprises chinoises. Donc on s'était dit que ça pouvait être intéressant de faire un format un peu comme ça où on analyse des économies un peu plus exotiques que celles dont on a l'habitude de parler, c'est-à-dire hors US et hors Europe. Donc on commence par la Chine aujourd'hui. On sait que c'est un marché qui intéresse beaucoup d'investisseurs, avec des noms comme Tencent, Alibaba, qui sont souvent assez suivis dans le monde de l'investissement, même en France. Et ensuite, on pourra même diversifier, enfin faire d'autres formats sur l'Inde, pourquoi pas le Japon, l'Australie, la Suède, le Canada. Enfin bref, il y a plein d'économies comme ça un peu exotiques qui sont super sympas et dans lesquelles on peut trouver des entreprises assez intéressantes desquelles on peut parler. Voilà. Bon, en tout cas, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire parce que comme ça, nous, on pourra continuer cette série. Alors, comment va se découper cette vidéo ? Donc, premièrement, on va voir pourquoi investir en Chine. Dans un second temps, nous vous présenterons l'indice MSCI China, donc sa composition, le secteur, etc., etc. Dans un troisième temps, on va comparaître l'indice donc MSCI China face à l'MSCI Emerging Market, donc les pays émergents, le MSCI World et le MSCI ACWI, donc les All Country World, tous les pays, toutes les entreprises du monde, grosso modo. Nous verrons 3 entreprises du MSCI China qui nous intéressent et qui peuvent vous intéresser également. Avant de finir l'épisode, nous verrons le meilleur ETF pour s'exposer à la Chine qui est disponible via le PEA. Mais attention, restez bien à la fin de la vidéo parce que vous verrez que il faut trouver des autres solutions. Et nous finirons par la conclusion. Est-ce que Jean et Hugo seront stock pickers en Chine cette année ? On le verra. Enfin, vous verrez ça dans la vidéo. Tout à fait. Alors, pourquoi investir en Chine, Hugo ? Eh bien, effectivement, on peut se poser la question pourquoi investir en Chine déjà. Alors, de manière assez évidente, il y a une forte croissance économique en Chine. Je pense que vous le savez tous. L'économie chinoise, bien que ralentie aujourd'hui, reste l'une des plus dynamiques du monde, avec un vaste marché intérieur, donc une population immense, avec plus de 1,4 milliard d'habitants en 2023, qui est toujours en expansion, bien que, attention, population vieillissante, mais ça on va pouvoir peut-être en reparler. Mais voilà, une forte croissance du PIB, une explosion économique et démographique sur les 20 dernières années, avec énormément d'entreprises qui ont émergé en Chine, l'entreprise qui est devenue même un des leaders aujourd'hui sur la technologie, puisqu'elle est à la pointe de l'innovation, dans des domaines comme l'IA, avec DeepSeek récemment, la 5G, le commerce électronique, notamment avec Alibaba et AliExpress, mais également, donc, investir en Chine, ça peut offrir une diversification du portefeuille, ajouter donc des entreprises chinoises pour se décorréler des marchés occidentaux, des marchés américains et européens qui sont pour le coup en général assez liés. Quand il y en a un qui monte, l'autre monte, et quand il y en a un qui baisse, l'autre baisse. C'est clair que la corrélation est assez importante. Mais voilà, tout n'est pas rose en Chine, en tout cas tout n'est pas rouge, même si on peut dire en Chine, et ouais. Il y a pas mal d'inconvénients au marché chinois. Le premier étant notamment le risque réglementaire, puisqu'il y a des lois et des réglementations qui peuvent changer rapidement de manière imprévisible, notamment à cause de l'intervention du gouvernement. Le gouvernement chinois, je pense que vous le savez, c'est un gouvernement communiste, c'est pour ça qu'il y a une petite faucille, une petite étoile rouge, une toile sur fond rouge sur leur drapeau. C'est un pays communiste avec un parti unique
et avec un plus ou moins dictateur, hein, et surtout un Ouais, État c'est qui ça. est extrêmement dirigiste dans l'économie et qui intervient dans quasiment tous les pans de l'économie. Donc forcément, il y a des risques d'intervention gouvernementale, il y a des risques géopolitiques, il y a énormément de tensions commerciales et politiques avec les États-Unis et aussi d'autres pays, notamment en ce moment avec les fameux tarifs du gouvernement de Trump. Il y a la volatilité des marchés chinois qui peuvent être également plus volatiles que les marchés occidentaux, le manque de transparence, puisqu'il n'y a pas les mêmes normes comptables qu'en Occident. Il n'y a pas par exemple les normes IFRS et GAAP, qui sont les normes internationales et américaines. Donc il peut y avoir des divulgations d'informations financières moins transparentes, des risques de change également avec la fluctuation du yuan, mais ça j'ai envie de dire, c'est un risque qui est commun sur toutes les devises hors devises de notre marché domestique, donc en l'occurrence pour nous Français, l'euro. Et également, c'est un marché qui est difficile d'accès puisque vous ne pouvez pas acheter d'actions chinoises. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment rappeler, je pense. Il y avait Xavier Delmas, il me semble, sur Zone Bourse qui avait fait une vidéo sur ce sujet. Mais c'est très important de le rappeler, il est impossible pour un investisseur français ou occidental d'acheter une action chinoise. Les seules choses que vous pourrez acheter, ce sont des ADR ou des GDR. Tout simplement puisque vous ne pouvez pas investir en direct dans des sociétés chinoises, c'est contre la législation chinoise. Vous ne pouvez pas accéder aux places boursières de Shenzhen, Hong Kong, etc. Vous passerez forcément par des ADR et des GDR, donc American Depositary Receipt et Global Depositary Receipt, qui sont des dérivés, qui sont des certificats qui reproduisent le cours de l'action, mais vous, en tant qu'investisseur, vous n'êtes pas actionnaire de l'action. Donc c'est quand même une nuance qu'il est important de rappeler et qui fait toute la différence, en tout cas selon moi. Absolument. Et juste pour compléter, tu sais, sur le risque de change, on en avait parlé lors de l'épisode sur le Bitcoin de mémoire, comme quoi le yuan a tendance, enfin en tout cas la Chine a tendance à être un pays vachement plus inflationniste. Et d'ailleurs, c'est le propre des pays émergents euh, que des pays, par exemple comme en Occident, où il y a de l'inflation, la Banque centrale fait n'importe quoi, mais elle fait moins tourner la planche à billets que des pays comme la Malaisie, la Chine ou l'Angola, par exemple. Voilà. Donc, Tout à fait. faut faire attention là-dessus. Les risques de change sont vraiment à prendre en compte. Alors que l'euro et le dollar aujourd'hui, c'est kiff-kiff. Le yuan a tendance à faire vite mal au portefeuille si on n'est pas dans une bonne période. Tout Alors, à je vais vous fait. présenter l'indice MSCI China. Donc, c'est un indice boursier. Pour ceux qui le connaissent, je pense que la majorité le connaît, mais bon, on va le En tout cas, présenter. vous connaissez tous normalement MSCI, qui est Morgan Stanley Capital Intelligence, je crois que c'est ça les C'est ça, acronymes. C'est une filiale de Morgan Stanley qui développe le fameux MSCI World, hein, d'ailleurs. c'est ça. Et donc le MSCI China permet de suivre la performance des grandes et des moyennes capitalisations chinoises. Donc il comprend 581 des plus grosses actions cotées en Chine continentale et internationale. Et il va être notamment utilisé comme référence, comme benchmark pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer à la Chine. Alors comment il se compose? Donc l'indice MSCI China, comme je vous l'ai dit, c'est 580 entreprises et environ 85% de la capitalisation boursière chinoise investissable. Donc ça, voilà, si vous investissez dans le MSCI China, vous êtes plutôt bien impacté au marché de Pékin. Et il va notamment, donc, comment il se compose, cet MSCI China, par toutes les catégories d'actions disponibles dans ce pays. Donc déjà, la première, c'est les A-shares. Donc ce sont des actions cotées en Chine continentale, donc Shanghai et Shenzhen. J'ai pas Shenzhen. fait Shenzhen, j'ai pas fait LV2 chinois, vous m'excuserez. En gros, c'est accessible via le programme Stock Connect. Vous pouvez aller sur ChatGPT pour en savoir plus. Ça, enfin, ils expliquent plutôt bien, mais ça allait être trop long de vous l'expliquer. C'est aussi, on va retrouver des actions H-shares, donc ce sont des actions cotées à Hong Kong, mais qui appartiennent à des entreprises chinoises. On va retrouver les Red Chips, donc ça, ce sont les entreprises d'État chinoises cotées à Hong Kong, les Pay Chips, les entreprises privées chinoises cotées à Hong Kong, et les ADR que tu as commencé à présenter un peu plus tôt, donc American Depositary Receipt. Donc c'est les actions chinoises cotées aux États-Unis. Donc vous connaissez, je pense, Alibaba, JD.com ou Pinduoduo.
Tout à fait. Sachant Alors, que les ADR sont américains et les GDR, c'est la version européenne. Voilà. Pour ceux qui se demandent. ouais, absolument. Alors, pour aller un peu plus loin dans les caractéristiques de cet indice, donc la capitalisation boursière médiane est de 698, on va dire grosso modo 700 millions de dollars, donc c'est une médiane assez moyenne, je trouve, plutôt même en bas de fourchette. Et donc les top 10 des sociétés qui constituent cet indice, on va retrouver Tencent à 15% de pondération, Alibaba à 8,61%, Meituan à 4,39%, et ensuite donc China Construction, ça c'est pour l'immobilier. On va retrouver PDD, Holding, Xiaomi, JD.com, ICBC, qui est un service donc de finance, Tripcom Group, qui est un service de consommation discrétionnaire, et NetEase, qui est de la communication et services. Et intéressant à noter que ces 10 entreprises représentent 47,80% de l'indice. Donc dites-vous que 10 entreprises constituent quasiment la moitié de la capitalisation boursière pas de Chine, mais en tout cas de l'indice MSCI China qui englobe bien le marché chinois. Alors comment ça se répartit cet indice au niveau des secteurs? Donc le premier secteur qu'on va retrouver, ça va être la consommation discrétionnaire à quasiment 31%, suivi de 10 points de moins, donc à 21% par la communication et services. Les services financiers suivront avec 18,37%, l'information technologie à 7,78%, et on retrouvera l'industrie à 4,66%, puis les consumer staples, donc les produits de nécessité, de mémoire, les healthcare, l'énergie, les matériaux, les utilities et le real estate. Ah ouais, ça m'a fait rire parce que, enfin, rire, non, mais je trouvais ça étrange que l'industrie, tu vois, représente que 4,66% de pondération, tu vois. C'est vrai. Donc, pour un et il pays n'y a pas beaucoup de tech. Il n'y a pas beaucoup de tech, mais en fait, quand on regarde le top 10, il y a pas mal d'entreprises qui sont classées dans communication, mais qui sont aussi un peu des entreprises tech. Tu vois, alors Tencent, elle est classée, donc la première capitalisation, elle est classée dans la com, un peu comme Google, alors que en vrai, ça pourrait être aussi qualifié comme une entreprise tech. Enfin, c'est ça, c'est comme Amazon, tu vois, c'est la consommation discrétionnaire, mais en vrai, c'est du cloud, c'est tout ça, voilà. Mais vous allez voir quand on va présenter les 3 entreprises, notamment, on a voulu vous faire vraiment 3 entreprises que l'on peut faire un peu la rétrospection avec 3 entreprises connues du marché US. Donc vous allez voir que vraiment en Chine, c'est assez spécial comment c'est fait, mais vous allez voir, c'est intéressant. Tout à fait. Et justement, donc si on compare un peu le MSCI China face aux autres indices, bah, forcément, on se rend compte que la performance n'a pas été tout repos, hein, parce que forcément, il y a eu des périodes de croissance, voire des périodes de boom économique, et aussi des périodes plus compliquées avec des décroissances. Donc, notamment, on peut citer 2005-2007, avec notamment un boom économique et une entrée massive d'investisseurs étrangers sur le marché. 2009-2015, donc l'expansion du marché technologique, où il y a eu des entreprises comme Alibaba et Tencent qui ont fait leur entrée sur le marché chinois. 2016-2020, l'explosion du e-commerce et des fintech. Et ensuite, il y a eu également des phases de décroissance. En 2015, notamment le krach boursier en Chine, après une explosion de la bulle spéculative. En 2021-2022, la répression réglementaire sur la tech. Il y a eu l'émergence des tensions américo-chinoises, la crise immobilière avec notamment la faillite d'Evergrande. Et en 2023, on est toujours un peu en crise depuis 2023, puisqu'on a une faible reprise économique post-Covid. On a de moins en moins de consommation sur le marché intérieur chinois et une hausse du chômage dans la classe moyenne, mais également on a une population qui est de plus en plus vieillissante. Donc on a des réels problèmes de fond sur l'économie chinoise. Et quand on regarde la performance de l'indice MSCI China, eh bien c'est assez flagrant. Puisque donc on vous mettra les graphiques à l'écran pour ceux qui regardent en vidéo. Je vais essayer de vous les décrire au mieux. Donc le premier graphique que vous retrouverez d'ailleurs, c'est les fact sheets de MSCI qui donnent ça à chaque fois pour tous leurs indices. Donc là on est sur une période de janvier 2010 à janvier 2025 et on s'aperçoit que le MSCI China est quasiment flat puisqu'il a fait 160,77% de performance sur la période, donc en 15 ans, versus 177% pour le MSCI Emerging Market et 437 pour le MSCI ACWI.
Donc le ACWI, c'est Emerging Market plus MSCI World. Et justement, donc si on regarde le MSCI World, il a fait encore plus avec 490% de performance. Ce qui nous donne une performance annualisée sur 10 ans pour le MSCI World de 11,11% versus 1,04 pour le MSCI China, 1,92 pardon sur 10 ans pour le MSCI China. Et si on remonte encore plus loin, eh ben ça ne sauve pas la Chine. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que malgré le boom de l'économie chinoise, notamment depuis les années 90, on s'aperçoit que la bourse chinoise n'a pas du tout suivi, puisqu'on a 1,04% de rendement depuis 1992. Donc en fait, depuis 1992, le marché chinois ne fait absolument rien. C'est assez impressionnant. Et si on regarde par rapport au MSCI World, on a 8,64 depuis 1987. Et on a même 9,5 sur le MSCI Emerging Market depuis 1987 et 8,3 sur le ACWI. Donc c'est assez impressionnant. Le marché chinois est quasiment plat. Je sais pas si tu t'attendais à 1% de croissance, Jean, mais pour ma part, j'ai été assez surpris par cette statistique. Non, effectivement, moi quand j'ai vu 1,04%, je me suis dit mais c'est une vaste fumisterie parce que tu vois le nombre de fois et moi je suis tombé dedans le premier quand j'ai acheté du emerging market parce que tu vois enfin je mets MSCI China au même titre que l'emerging market vu que c'est une sous-section, mais tu te rends compte que vraiment la performance des marchés asiatiques en bourse, elle est catastrophique, tu vois, comparé au marché même occidental, donc Europe ou Amérique. Euh, Est-ce que et après vous allez pouvoir euh, excusez-moi. Après vous allez pouvoir vous poser des questions aussi comme l'utilité de se diversifier dans du marché asiatique parce que au vu de la performance, le couple rendement-risque n'est vraiment pas flagrant. Tu vois, 1,04% de performance, c'est nul. Et même quand Ouais, tu regardes ouais. la performance, euh, donc sur le tableau à droite de l'écran, on voit que le MSCI China, le couple rendement-risque est très important parce que, est très faible parce que quand le MSCI ACWI, quand le All Country Reward baisse d'un peu, là par exemple, quand je prends l'année 2011, donc il avait baissé de quasiment moins 7%, et ben le MSCI China, il double presque, enfin même encore plus, parce que lui, il est à moins 18%. On peut reprendre le même exemple en 2018, c'était pas un bon millésime, la CWI perdait quasiment 9%, et ben le MSCI China, il perdait quasiment 19%. Donc on se rend compte que en fait la performance, elle est vraiment pas au rendez-vous. On peut même pas s'en servir comme comment dire pour stabiliser son portefeuille parce qu'en phase de baisse, il se fait absolument défoncer. Alors en phase de hausse, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est quand même en phase de hausse, le MSCI China arrive à bien se défendre parce que quand tu regardes l'année 2017, il était à 54% de performance contre 24 pour la CWI, mais encore une fois, quand tu regardes plus globalement, le MSCI China sous-performe, mais largement le ACWI. Ce qui peut expliquer selon moi une décote qui est assez conséquente parce que si vous regardez dans le petit tableau à droite, encore une fois, le MSCI China, donc le PER, le Price Earning Ratio, est de 13,11 contre le ACWI qui est de 22,37. Voilà, on se rend compte qu'il y a quand même une assez grosse décote, et je pense que c'est assez bien pricé en fait, parce que les investisseurs sont pas fous. 1,04% de performance, ça mérite pas des PE moyens sur toutes les entreprises d'une trentaine ou d'une vingtaine de points. Ça mérite un 13 et encore, tu vois. 13, c'est l'équivalent de grosses pétrolières ou de banques et d'assurances en Europe ou en Amérique. Et on voit que des Carrément. entreprises en Chine, voilà, n'arrivent même pas à dépasser les 20. Et c'est encore plus flagrant si on regarde, là tu vois, j'ai ouvert un peu des fact-sheets de MSCI sur par exemple le MSCI Europe. Depuis 1987, le MSCI Europe a fait 8,13%. Donc c'est un peu moins que le World, donc le World est à 8,64, le Europe 8,13, le MSCI USA a fait 11,41. Donc on voit que même l'Europe, 8,13, c'est 8 fois plus que la Chine. Donc c'est impressionnant. Alors pourtant en Europe, il y a pas de croissance du PIB. Vraiment, là, c'est la Oh, il n'y a pire pas région du d'industrie, monde il n'y a niveau rien. croissance du PIB. Et ce qui est ouf,
c'est que quand on regarde le MSCI India, lui, par contre, il a fait une performance assez impressionnante puisque le MSCI India a fait 11,95% de performance depuis 1994. Donc on a l'Inde qui fait 12 fois mieux que la Chine en termes de performance boursière. Donc voilà. Ouais, non, en tout cas, moi, je pensais pas que c'était aussi faible la performance. Je tombais Moi ébahi non quand j'ai plus. vu ça, honnêtement. Moi non plus, et je pense que ça doit être la pire performance boursière du monde à ce niveau-là. Ouais, après, on va retrouver la Grèce, quoi, mais bon, c'est pas pareil. Ah, je sais même pas si ça existe MSCI Bah, Grèce. en tout cas, je sais qu'il y a Ah, il l'ETF, les existe. tickers pour la Grèce. Écoute, il y a un MSCI Greece et depuis 2000, il a fait moins 8% de rendement en moyenne, donc c'est Wow. génial. Rendement négatif total. C'est terrible. Alors, on va vous présenter maintenant 3 entreprises du MSCI China et on va commencer par Tencent, donc le Google chinois. Alors, pour vous donner quelques points en bref, donc Tencent a été fondé par Ma Wantang, alias Ponima, en 1998. Là, il évolue dans le secteur de la communication et sa capitalisation boursière est de 350 milliards de dollars. Alors, on a remis les prix en dollars, c'était quand même plus simple. Le chiffre d'affaires de 2023 est de 82,3 milliards. Le résultat net est de 18,9 milliards de dollars. Ce qui nous fait une marge nette plutôt sympa de 26%. Donc franchement, Tencent, elle se défend bien. Le PER est d'environ 24 à l'heure où on tourne la vidéo, donc le 3 mars 2025 à 21h04, et contre un PER sur 10 ans de 32. Donc on voit qu'il y a une décote qui est assez importante de quasiment une dizaine de points. Donc on peut se rendre compte, est-ce que cette entreprise décotée vaut le coup d'être achetée? Parce que quand on regarde les free cash flow donc de cette année, elle a généré 22,5 milliards de dollars, ce qui est plutôt pas mal, et un ROIC plutôt moyen, mais bon quand même il dépasse les 10% parce qu'il arrive à 12%. Et donc Tencent a une bonne note, hein, la note IQ est de 18,5 sur 20. Donc franchement, j'étais étonné qu'une entreprise chinoise, parce que c'est vrai que moi je ne suis pas forcément le marché asiatique de près, et quand j'ai vu honnêtement ce qu'elle avait dans le mid, entre guillemets, et ben franchement c'est une bonne note, hein, 18,5 sur 20, c'est très bien. Le dividende, il est versé depuis 17 ans, enfin en tout cas il est en augmentation depuis 17 ans, il y a une belle croissance, hein, sur 10 ans on est à 27,7%, et sur la dernière année on est à 40,2% de croissance du dividende, donc franchement, plutôt pas mal. Toi, tu connaissais Tencent? Enfin, j'imagine que tu connaissais, mais tu l'as Alors oui, su, effectivement, quoi. je connaissais de nom, je la suis pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires qui me disent à chaque fois qu'est-ce que tu penses de Tencent. D'ailleurs, tiens, ce serait intéressant sur l'application. Je vais juste aller voir combien il y a de personnes qui suivent Tencent. Eh ben, je vais te dire ça tout de suite. 35. 35. Il y a 35 personnes qui suivent Tencent sur l'application. Mais effectivement, c'est une entreprise. Moi, alors, personnellement, tu vois, je dirais que de toutes les entreprises chinoises qu'il y a sur le marché, Tencent est peut-être la seule qui m'intéresse de loin. Tu vois, c'est la seule sur laquelle je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal de s'y intéresser, de l'analyser et peut-être, pourquoi pas, d'ouvrir une position un jour, tu vois. C'est vraiment la seule. Ok, d'accord. Mais après, je suppose que tu as vu l'évolution du cours et sa performance en CAGR, c'est ça qui t'a peut-être freiné. Alors, Bah, pour ceux qui il y ne a savent plein de pas, choses qui me je freinent. vais le dire, hein, donc Tencent, je prends l'évolution du cours de l'action sur 10 ans. Bah c'est pas si dégueulasse que ça, hein. Alors c'est assez cyclique, hein, parce que Tencent est à quasiment 15% de croissance par an, dividende réinvesti, face à 10,78% au S&P 500. Donc on surperforme le S&P 500. Mais par contre, au niveau de la linéarité, c'est pas top. On est à 0,61 contre la linéarité qui est quasiment exceptionnelle du S&P 500 à 0,95. Donc Tencent croît plus vite que le S&P 500 sur ces 10 dernières années, mais par contre, elle est beaucoup plus cyclique et sur 5 ans, juste pour vous dire, on a une linéarité négative et par contre le CAGR est de 6,44% contre 14,45% pour le S&P 500. Donc là, par contre, c'est vraiment pas bon. Tencent sous-performe allègrement
le S&P 500, mais ça va s'expliquer par plusieurs raisons, hein, notamment parce que le marché chinois bat de l'aile et parce que le marché américain, lui, euh, vole tel un aigle au soleil. Alors, Je sais pour entrer pas un si peu plus un dans le aigle ça vole détail, spécialement au soleil, mais attends, l'aigle, le eagle américain, comment il vole sur les plaines arides du Texas. Bon, donc le business model et les segments d'activité de Tencent pour aller un peu plus loin dans l'entreprise. Donc, les jeux vidéo, ça représente 31% du chiffre d'affaires. Alors moi, personnellement, je ne savais pas du tout qu'elle était dans l'industrie du jeu vidéo, mais bon. ah ouais. Et vous allez voir qu'elle est plutôt bien implantée en plus. Parce que Tencent, c'est le plus grand éditeur de jeux vidéo au monde en termes de revenus. Elle a un catalogue de jeux vidéo réputé qui mondialement, hein, parce que vous allez voir que Tencent a des jeux propriétaires comme Honor of Kings, donc c'est un jeu mobile, c'est le jeu mobile le plus rentable du monde, et Peacekeeper Elite, donc c'est la version chinoise du jeu PUBG mobile. Elle a notamment donc Crossfire, Donjon Fighter Online. Personnellement, j'ai arrêté de jouer aux jeux portables, mais je pense qu'ils doivent être plutôt bien connus. Et elle a également des participations, des grosses participations même dans des studios étrangers. Et là, on peut noter Riot Games. Et oui, Tencent a quasiment 100% de Riot Games. Et Riot Games, c'est League of Legends. Tout le monde a déjà joué, je pense, à League of Legends. En tout cas, pour ma part, je me la suis saigné. Et Valorant. Et League of Legends, c'est un des jeux les plus joués au monde. Un des jeux gratuits, donc les free-to-play, voilà, les plus connus. Elle a 84% de Supercell. Et en fait, Supercell, c'est la maison mère de Clash of Clans et Brawl Stars. Donc là, pareil, Clash of Clans, ce sont vraiment des gros jeux vidéo. Elle a également 40% de Epic Games. Epic Games, c'est Fortnite et Unreal Engine. Bon, vous m'avez compris, mais bon, ce sont des grosses entreprises. Et elle a également des participations, alors là, cette fois plutôt minoritaires, dans Activision Blizzard. Ça, je pense que c'était avant le rachat par Microsoft. Elle a une grosse position chez Ubisoft, qui est en pleine restructuration actuellement, et Ouais. dont je suis D'ailleurs, bien content d'avoir rejoint. il y avait des rumeurs d'ailleurs de rachat total d'Ubisoft par Tencent. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, je pense qu'à mon avis, la famille Guillemot, qui sont les créateurs, fondateurs et gérants de la maison Ubisoft, à mon avis, est en train de préparer une OPA, enfin pas une OPA, mais une revente du titre, de leur titre, vu qu'ils sont actionnaires majoritaires à, euh, à, à Tencent. Et elle a des participations également minoritaires dans Roblox. Ensuite, les réseaux sociaux et la plateforme digitale vont représenter 28% du chiffre d'affaires parce que Tencent contrôle les applications les plus utilisées en Chine, notamment WeChat avec 1,3 milliard d'utilisateurs actifs. Hein, c'est colossal, monstrueux, hein. 1,3 milliard d'utilisateurs Pour actifs. 1,4 milliard d'habitants, faut le rappeler, donc c'est quasiment C'est ça. 100% de la population. Après, peut-être que tu es obligé de télécharger l'application. Ouais, je pense que t'as une application et t'as pas trop le choix, quoi. C'est ça, il y a que ça, hein, j'ai envie de te dire, l'App T'as Store, pas il est Instagram en vite, Chine. il est vite vu, l'App Store là-bas, à mon avis. Euh, Donc WeChat, c'est du réseau social, de la messagerie, c'est également des paiements mobiles avec WeChat Pay, il y a vraiment tout un écosystème intégré. On va retrouver les mini-programmes de e-commerce, de services. On va également retrouver du cloud avec Cloud WeChat pour, là cette fois c'est pour le B2B, donc pour les entreprises. Donc Tencent a WeChat, elle a également QQ avec 550 millions d'utilisateurs. Alors c'est un ancien réseau social mais qui est encore très populaire auprès des jeunes. Je pense que c'est l'équivalent de Snapchat. J'ai pas pu le télécharger pour tester parce que QQ c'est pas accessible facilement, je pense. Mais voilà, à mon avis ça doit être un Snapchat un peu has-been chinois. Alors 18% de son chiffre d'affaires, ça va être la fintech et les paiements, donc parce que Tencent est un acteur majeur des services financiers, avec donc WeChat Pay, que je vous en ai parlé juste avant, c'est 900 millions d'utilisateurs, hein, pareil, hein, c'est quasiment 80% de la population chinoise. En tout cas, ça doit être toute la population chinoise active et qui ont des comptes bancaires. Ça représente 40% des paiements mobiles en Chine, hein, c'est colossal, ce sont des parts de marché vraiment importantes. Et c'est un concurrent direct d'Alipay, donc le service financier proposé par Alibaba.
On va également retrouver donc Tencent Likai Tong. C'est la plateforme d'investissement et de gestion d'épargne, et Tencent Crédit, le service de crédit à la consommation. Le cloud computing et l'intelligence artificielle représenteront 15% du chiffre d'affaires avec Tencent Cloud, et dites-vous que Tencent, c'est le deuxième plus grand fournisseur cloud en Chine, juste derrière Alibaba. Donc là aussi, elle est très bien implantée. Elle va être implantée également dans l'intelligence artificielle, fallait bien qu'on le cite quelque part, et le big data, avec notamment le développement d'algorithmes d'IA pour les recommandations que les Chinois pourront voir sur leur application, donc notamment avec la publicité et la finance, un peu comme le fonctionnement de Google, hein, avec les affiches publicitaires sur les côtés, et des expérimentations en santé et surveillance intelligente. Alors, faut toujours se méfier quand je vois expérimentation en santé et surveillance intelligente, ça peut vite déraper, je pense, en Chine. Tout à fait. D'ailleurs, tu as parlé un peu du cloud. Ouais. C'est assez intéressant parce que quand on regarde un peu les différents fournisseurs de cloud, alors maintenant, je pense que vous les connaissez. On a AWS avec 30% des parts de marché, ce qui est le leader. Ensuite, on a Azure avec 21% et Google Cloud avec 12%. Et donc ça, c'est des chiffres qui viennent de Q4 2024, donc vraiment des chiffres très récents. On a Alibaba Cloud en fait qui est juste derrière Google Cloud avec 4% des parts de marché, et Tencent Cloud représente à peu près 2% des parts de marché. Donc j'imagine que Alibaba Cloud et Tencent sont majoritairement présents en Chine. Je pense pas qu'ils soient présents dans d'autres économies, ou en tout cas peut-être de manière sporadique. C'est clair. On va retrouver également donc la publicité digitale qui va représenter 8% du chiffre d'affaires, donc la publicité sur WeChat et QQ, et même Tencent Video, parce que c'est la plateforme de streaming, donc une concurrente du Netflix chinois, hein, si j'ai envie de dire. Donc franchement, moi ce qui m'a impressionné, c'est que c'est plutôt bien diversifié. Il y a pas un des segments qui représente 90% du chiffre d'affaires. C'est vraiment bien éclaté et ça génère quand même pas mal de cash, comme je vous l'ai dit juste avant. Franchement, les free cash flow ont toujours été en positif, donc après tout, ça a l'air d'être pas mal sur le papier. C'est un peu Donc, le Google chinois. Hein. ouais, c'est un peu le Google, le Meta, le Visa, un peu tout ce que tu veux, hein. Il y a du paiement, il y a du réseau social, il y a du moteur de recherche, il y a du cloud, ils t'ont tout mis. Alors, les points forts de Tencent, vous allez voir qu'il va y en avoir 5 principaux, mais on va un peu les déblayer rapidement. Donc déjà, c'est qu'il y a un véritable écosystème peut se retrouver chez Google, Amazon, par exemple, comme on le disait juste avant. Et Tencent va venir monétiser cet écosystème grâce à son audience qui est massive via ces différentes plateformes, hein, 1, je sais plus combien de milliards d'utilisateurs actifs. Alors, en tout cas, on se rend compte que là, Tencent est omniprésent dans la vie des Chinois. C'est comme si une entreprise US ou européenne était la suite Google, Meta et Visa. Il y a toute l'industrie, il y a tout, tout est bien intégré dans son écosystème. Alors qu'en Chine, il n'y a pas de loi antitrust, on peut tout mettre dans une entreprise et avoir des monopoles sur quasiment tous les secteurs. Pour le cloud, l'entreprise profite de l'énorme marché chinois du cloud pour croître, car une entreprise chinoise n'ayant pas forcément le droit d'héberger son stockage sur AWS, Azure ou Drive doit se tourner vers des acteurs nationaux. Forcément, quand tu es une entreprise sous le contrôle de Pékin, en tout cas sous le contrôle indirect, hein, entre guillemets, de Pékin, tu peux pas aller voir AWS ou Azure pour stocker tes informations personnelles. Surtout une entreprise comme Tencent qui a des informations privilégiées, entre guillemets, elle a des informations privées, ou plutôt de ce qu'il en reste sur les Chinois. Impossible que le gouvernement français, américain, tout ce que tu veux, puisse avoir ces données-là. Tencent détient un monopole quasi absolu sur le marché chinois du gaming et se diversifie fortement à l'international en rentrant au capital des plus grosses entreprises du jeu vidéo, comme je les ai citées juste avant. Pour ma part, c'est une entreprise qui a toute une GAFAM, hein, le bilan il est très solide, la croissance est quand même relativement importante et elle a une position de leader incontestée sur plusieurs secteurs technologiques. Elle a des activités qui sont très bien diversifiées en termes de chiffre d'affaires, en termes de produits et services, donc franchement, elle a de quoi faire rêver une GAFAM. De ce que je vois, c'est plutôt intéressant. Et sa valorisation, encore une fois, est très raisonnable.
Parce que Tencent a un PER de 24, tandis que des Amazon, des Meta aussi entre 38 et 27 de PER, ou encore Microsoft à 32. Et elle, bah, c'est plus de 10 points de moins. Donc franchement, tu vois, sur l'évaluation du prix, hein, rapidement, sur l'application, on est à 39,94% de décote, donc quasiment 40% de décote. Donc c'est plutôt, ouais, c'est plutôt pas mal, hein. C'est une GAFAM qui est bradée. Tu En pourras acheter même temps, Tencent? Ouais, en même temps, alors, je te propose de garder cette question pour la fin du podcast parce que petit suspense, il y a pas mal de choses à dire sur est-ce qu'on investit en Chine ou pas. Je pense que Tencent peut faire partie de l'équation. Mais d'ailleurs, moi je veux juste rajouter, il y a pas mal de skin in the game d'ailleurs chez Tencent, hein, parce que on voit que Watang Ma, alors je crois que c'est le PDG, hein, Watang ouais, Ma, c'est ça. ouais c'est ça, Ma Watang. Donc il a 8,7% des parts de la société, donc pas mal. Et également, alors ça j'en avais déjà entendu parler. Oui. Honnêtement, Mhm. j'ai jamais creusé ce truc-là et je sais pas pourquoi, mais Prosus a 24% des parts. Donc Prosus c'est une entreprise néerlandaise. Euh, Prosus NV. Donc c'est une entreprise voilà néerlandaise. Euh, Largest Xavier, Technology Investors in the World. Donc ouais, donc effectivement, c'est une entreprise d'investissement technologique. Donc voilà, ils ont 24% de Tencent, donc c'est monstrueux. Ils ont aussi apparemment acquis Just Eat. Ah, je crois qu'on en avait parlé dans le podcast de Beurre, ça. Je crois que tu l'avais ouais, mentionné ouais, ouais, dedans. ouais. Mhm. Et Euh... en fait, Prosus NV, c'est une entreprise qui est disponible sur Euronext et ça Ouais. permet d'être investi directement en fait aux investisseurs. Et c'est pour ça que Prosus a une capitalisation boursière aussi énorme, hein, parce qu'en fait, Prosus, c'est une coquille vide, hein, derrière. Enfin, il y a quasiment rien derrière, parce que quasiment tout son capital à Prosus est investi dans Tencent. Donc ça permet d'avoir du Tencent en portefeuille via Prosus. Mais en fait, je crois que c'est enfin Xavier Delmas qui en avait fait une vidéo. Prosus a des contrats en fait, un peu de swap de performance, mais il explique beaucoup mieux que moi. Mais en gros, Prosus a des gros contrats avec Tencent. Ça leur permet d'être liés, etc. Ils ont des actions de préférence. Enfin, c'est tout un truc, c'est tout un montage. Mais en fait, on se rend compte que si vous voulez vraiment acheter du Tencent, je pense qu'il y a d'autres façons de l'acheter de façon un peu plus safe. Parce que si vous achetez du Prosus et que le contrat ou que Prosus est obligé par l'État chinois de vendre ses parts, bah c'est une coquille vide, hein. C'est une entreprise qui n'est rien en l'occurrence. Donc vraiment faire attention avec ça. Mais par contre, oui, c'est vrai que Effectivement. c'est un cas d'école Prosus. Oui. Effectivement, et je viens de l'ajouter dans ma liste d'actions à analyser parce que je pense que ça peut être intéressant de faire un petit point sur Produce. Ouais, ouais, clairement. Alors bah Voilà, bref. forcément, bah s'il y a des points forts, il y a des points faibles de Tencent et juste pour vous en dire trois, bah déjà c'est qu'elle évolue dans un secteur qui est concurrentiel. Rien qu'en Chine, il y a d'autres gros acteurs qui sont présents sur plusieurs de ces domaines, comme Alibaba qui va être présent dans la cloud et la fintech. Il y a Dance qui va être présent ByteDance. donc sur ByteDance qui va être présent sur Douyin et TikTok et Pinduoduo qui va être présente elle principalement sur le e-commerce. On va retrouver également des pressions économiques, enfin plutôt macroéconomiques, parce que l'économie chinoise, depuis la crise Covid, est en plein ralentissement. Comme on l'avait dit juste avant, ça se passe pas forcément bien la reprise chez eux. Et elle a vraiment du mal à retrouver de la croissance. Il y a des tensions géopolitiques qui viennent s'ajouter à cela, notamment l'Europe et l'Amérique du Nord, qui déconseillent ou voire même interdisent leurs entreprises de faire affaire ou d'utiliser des produits et services que proposent les entreprises chinoises de premier plan. On a vu la guerre de l'intelligence artificielle qui n'est pas près d'être finie, on a vu la guerre des semi-conducteurs, on a vu la guerre des frais de douane avec l'automobile, les spiritueux, etc. Enfin, c'est un peu l'empire contre-attaque, hein, pour ceux qui ont la ref. Pékin met des coups de pression à l'Europe, l'Europe va mettre des coups de pression à la Chine, etc. Pareil pour les États-Unis. Voilà. Et le troisième point faible pour moi de Tencent, ça va être sa régulation chinoise qui est assez contraignante. Faut pas oublier que Pékin a un contrôle quasiment total en vrai, hein, si je puis dire, sur Tencent. Et vu que 31% de son chiffre d'affaires est basé sur le gaming, on sait que le gouvernement euh,
a interdit aux mineurs de télécharger des jeux vidéo de mémoire et contrôle le temps d'utilisation. Je crois que c'est 2 heures maximum. Et là, c'est pas un contrôle parental que tu peux hacker. Tu fais 4-0 pour pouvoir jouer un peu plus. Ça se passe pas comme ça à Pékin. Sinon, au niveau du mode, il est noté large, stable. Alors, il y a de l'effet réseau avec notamment l'app WeChat, hein, plus d'1,5 milliard d'utilisateurs actifs. Il y a des barrières à l'entrée. Alors là, les barrières à l'entrée, elles sont plutôt réglementaires parce qu'en fait, ça va être une protection gouvernementale qui est accrue, un peu comme la Française des Jeux, en fait. Il y a un contrôle, enfin, un mode gouvernemental. Celui qui veut s'implanter en Chine, honnêtement, bon courage. Pékin protège ou contrôle ces géants nationaux, tout dépend d'où on se place, en bloquant complètement la concurrence étrangère. WeChat et QQ, ce sont des monopoles totaux. Google, Facebook, WhatsApp, YouTube et X, Twitter, sont interdits en Chine. Impossible de les télécharger. Forcément, le choix est limité. On va retrouver également des switching costs qui peuvent être importants, donc les coûts de changement. Vu que tout l'écosystème est interconnecté, WeChat sert pour la communication, le paiement, pour le streaming, pour le cloud, un peu tout ce que tu veux. Donc forcément, une fois que tu es là-dedans, tu es un peu pieds et mains liés à tout l'écosystème. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en mode également? C'est une marque forte, mais bon, après ça, j'ai envie de vous dire, vu qu'il n'y a pas de concurrence qui est autorisée, c'est normal que la marque soit forte, vu qu'il n'y en a qu'une. Bon, je pense qu'on a bien ratissé le Tencent. J'ai plus de voix. Tout à fait, mais d'ailleurs, je suis en train de chercher la stat et je ne la trouve plus. Mais il me semble qu'il y a aussi Tencent Music qui est pas mal haut dans les... Attends, si je mets Spotify Market Shares, je devrais pouvoir trouver cette stat. Tencent Music, voilà, c'est ça. Ils ont 12% du marché quand même, en tout cas. Alors ça date de Q2 2020. Est-ce que j'ai pas un truc un peu plus récent? Si, septembre 2024. Donc on a... Non, c'est pas le bon. Non, c'est ça. Non, j'ai pas plus récent que Q2 2020. Vous m'excuserez. Mais grosso modo, donc Spotify représente 34% du marché, Apple Music 21%, donc ça c'est les plateformes de streaming de musique. Hein. Amazon Music 15%, et on a Tencent Music avec 12% qui est devant YouTube Music avec 5%, et ensuite on a le reste du marché qui représente 13%. Donc voilà, Tencent c'est vraiment un peu tentaculaire, hein. C'est présent partout, et c'est un peu le monopole de la tech chinoise, c'est vraiment le Google chinois, quoi, grosso modo, même si techniquement le Google chinois, je crois que c'est Baidu, il me semble. Mais bref. On enchaîne sur la deuxième ? Ouais, vas-y, présente-nous tout ça. Donc la deuxième, sans surprise, hein, il s'agit de Alibaba, ticker BABA. Donc là, c'est l'Amazon chinois. Clairement, je pense que vous connaissez tous Alibaba. Donc en bref, c'est le géant de l'e-commerce, mais également du cloud chinois. Donc c'est vraiment l'équivalent d'Amazon, quoi. E-commerce plus cloud, on peut pas faire plus proche. Donc le fondateur, c'est Jack Ma. Vous avez probablement déjà entendu parler de Jack Ma. Il est très médiatisé, c'est l'homme le plus riche de Chine. Et il a notamment disparu. Il a disparu pendant 3 mois après avoir critiqué le pouvoir chinois. Donc, morale de l'histoire, on ne critique pas le pouvoir chinois en Chine. Donc, le secteur de Alibaba, c'est la conso discrétionnaire, exactement comme Amazon. On a 214 milliards de capitalisation boursière, donc 10 fois moins qu'Amazon. 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023. 12 milliards de résultats nets. 9% de marge nette. Donc, on a des marges d'ailleurs qui sont assez élevé, je trouve, chez Alibaba. On a 38% de marge brute, 12% de marge opérationnelle, 9% de marge nette. Il faudrait comparer avec Amazon, mais je crois que c'est limite plus élevé qu'Amazon. Je vais te dire ça tout de suite. Amazon, tac, on a 18% de marge brute, tu vois, donc on a quasiment 2 fois moins de marge brute, 9% de marge opérationnelle, donc on est moins, et 8% de marge nette. Donc Alibaba bat Amazon sur toutes les marges à plate couture, donc c'est impressionnant. Alors après, est-ce que la comptabilité chinoise fait que les marges sont pas calculées de la même manière? J'en sais rien. Mais sur le papier, les marges sont plus élevées. Donc elle a un PER de 20 fois versus 29 historiquement. Donc à peu près comme toutes les entreprises chinoises, elle est décotée aujourd'hui. Elle a des free cash flow de 21 milliards.
Elle a un ROIC relativement faible de 7%, qui là pour le coup est moins bien qu'Amazon à 13%. Et elle a une note IQ de 9,5 sur 20, donc une note quantitative de 9,5 sur 20, ce qui est mieux qu'Amazon, qui a 8 sur 20. Donc voilà, c'est assez intéressant de les comparer. Au niveau du business model et des segments d'activité, on a 3 secteurs principaux. On a le e-commerce qui est le principal, qui représente 64% du chiffre d'affaires. C'est l'activité principale composée de plusieurs plateformes. Notamment, on a Taobao, donc la marketplace B2C, donc un peu comme eBay ou Le Bon Coin, qui est utilisé par 800 millions d'acheteurs actifs en Chine. Donc encore une fois, c'est assez impressionnant. Les produits chinois, on dirait que c'est quasiment des monopoles sur la population chinoise à chaque fois. Donc ensuite, on a Tmall, donc B2C. Donc là, c'est plutôt axé sur du moyen haut de gamme où des marques vendent directement leurs produits. On a AliExpress que vous connaissez probablement. Donc là, c'est une plateforme B2C mondiale, mais ça fait aussi du... Non, je crois que c'est Alibaba la version B2C, B2B. Je sais plus, il y en a une des deux. Donc AliExpress, je crois que c'est B2C, Alibaba B2B. Mais peut-être que je dis n'importe quoi. Donc concurrente d'Amazon et Wish. Et on a aussi 1688.com. Alors ça, pour le coup, je connaissais pas. 1688.com. Ouais, c'est ça, c'est le site chinois de Alibaba. Donc là, c'est une plateforme B2B qui relie les entreprises et les fabricants chinois directement aux importateurs étrangers. Mais je crois que 1688, si je dis pas de bêtises, c'est la version chinoise du site, parce que de ce que je vois, tout est en chinois. Et je crois que Alibaba, c'est la version import étranger, quoi, parce que Alibaba, c'est en anglais. Donc il me semble que c'est ça. Alibaba, c'est du B2B. C'est ça, c'est du B2B qui permet aux entreprises étrangères d'acheter les produits chinois. AliExpress, c'est du B2C, donc l'équivalent d'Amazon. Et 1688, grosso modo, c'est le Alibaba, mais en Chine. Ensuite, on a le cloud computing qui représente 10% du CA. Donc là, Alibaba Cloud est le leader chinois du cloud computing avec des parts de marché d'environ 38%. Ce segment est en pleine croissance avec un taux de croissance de plus de 30%. Et il permet de proposer, donc vous le connaissez, hein, le cloud, du stockage de data et notamment des services d'IA pour les entreprises, en sachant que, comme on l'a dit, donc Alibaba Cloud représente à peu près 5% de part de marché du cloud mondial. Et ensuite, on a donc les services logistiques et services digitaux. On retrouve 3 entités principales. Keimiao, alors je sais pas du tout si je le prononce bien, qui est un réseau logistique et d'entrepôt pour les livraisons ultra rapides en Chine. Youku, qui est une plateforme de streaming vidéo, donc concurrente de Netflix ou / Amazon Prime, et DingTalk, qui est une application de messagerie professionnelle concurrente de Slack et de Microsoft Teams, donc visiblement ça serait plutôt sur le segment professionnel, DingTalk. À l'inverse de WeChat, du coup, qui serait plutôt pour le segment particulier, même si WeChat c'est une super app techniquement, donc ça fait bien plus qu'un simple WhatsApp. Au niveau des points forts d'Alibaba, donc Alibaba, c'est une position dominante sur ses principaux segments et elle est un peu similaire à une GAFAM de ce côté-là, en tout cas à Amazon. Taobao et Tmall ont des parts de marché de plus de 50%, avec plus de 900 millions d'utilisateurs actifs. C'est le leader du e-commerce chinois qui a la possibilité de devenir le futur Amazon. Notamment Alibaba tente de recopier un peu le modèle Amazon. Hein. On a l'impression avec le e-commerce d'un côté pour générer plein de cash, en tout cas de chiffre d'affaires, et le cloud pour générer vraiment de la rentabilité. Cloud qui est en forte expansion. Et également Alibaba Cloud donc détient 36% des parts de marché et est devant Huawei et Tencent. Et il y a également d'autres activités comme Ant Group et Alipay qui sont très bien implantées dans l'économie chinoise, notamment qui contrôlent près de 50% des paiements mobiles dans le pays. Donc on voit déjà que rien qu'avec Alibaba et Tencent, on a quasiment toute la tech chinoise qui est contrôlée par ces deux entreprises. Et la valorisation également est ridicule quand on compare à celle d'Amazon, puisque Alibaba flirte avec les 30 de PER, alors que Amazon sur les 10 dernières années dépasse les 90 de PER, donc c'est monstrueux. Mais au niveau des points faibles, forcément on a une forte dépendance au marché chinois, comme pour quasiment toutes les entreprises. On a 80% du chiffre d'affaires qui vient de Chine, et l'expansion à l'international est difficile, notamment puisque c'est Amazon qui s'implante le plus à l'international, notamment en Europe.
et en Amérique du Nord. On a le PDG Jack Ma qui n'est pas très apprécié par Pékin, notamment puisqu'il a été kidnappé pendant 3 mois, et l'État chinois contrôle étroitement Alibaba depuis l'affaire Ant Group en 2020. Et on peut aussi noter le ralentissement de l'économie chinoise qui va forcément peser sur le chiffre d'affaires, puisque si l'économie chinoise s'essouffle, c'est directement 80% du chiffre d'affaires d'Alibaba qui est impacté, donc c'est impressionnant. Et donc ensuite, pour parler de l'avantage compétitif, pour terminer sur Alibaba, on a un avantage compétitif qui est large, mais qui est noté négatif par Morningstar. Donc c'est assez impressionnant, enfin assez intéressant plutôt. Je crois que c'est la première fois que je vois un moat noté négatif par Morningstar. Donc je n'ai pas lu en détail leur rapport parce que c'est pas un deep dive ici, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais ça serait intéressant d'aller creuser dans leur rapport le pourquoi du comment ils justifient cette note négative. Où est-ce qu'ils voient que l'avantage compétitif d'Alibaba diminue? Mais grosso modo, l'avantage compétitif actuel provient de 2 points. L'effet de réseau, c'est exactement le même principe que pour Amazon. C'est des revendeurs tiers principalement qui est sur les plateformes, donc Alibaba et AliExpress. Donc plus il y a d'acheteurs, plus il y a de revendeurs, plus il y a de revendeurs, plus il y a d'acheteurs, etc., etc. Vous connaissez le principe de l'effet de réseau. Et on a également des coûts de changement, notamment, donc là ça va être sur l'aspect cloud, puisque forcément une entreprise, vous connaissez la musique, une fois qu'elle a installé tout son système cloud avec Alibaba Cloud, elle va pas pouvoir switcher comme ça chez un concurrent. Et en plus, je dirais qu'on peut rajouter à tout ça le coût, enfin pas le coût de changement, mais la barrière à l'entrée réglementaire chinoise, qui fait que le marché chinois est tellement gardé par le gouvernement chinois qu'en fait la concurrence est très faible vis-à-vis d'Alibaba, puisque à part Tencent sur le cloud, il n'y a pas vraiment de concurrence. Et puis pareil sur ces plateformes de e-commerce, elle est un peu toute seule sur le marché chinois, quoi. C'est clair. En tout cas, sur le papier, c'est pas mal Alibaba. Sur le papier seulement, honnêtement, c'est vrai que j'ai pas creusé plus que ça, mais ça serait intéressant d'aller voir pourquoi Morningstar lui attribue cette note négative. Je pense que Tu peux même faire c'est après de mauvais augure. Tu peux même faire après une comparaison, tout un épisode entier sur la différence entre Amazon et Alibaba, hein, lequel est le meilleur à investir. Ouais, ça serait super intéressant. Il y a même Mercado Libre, tu vois, ça pourrait être un sujet Mercado Libre, Amazon, Alibaba. Ou même BYD face à Tesla. Quel est le meilleur? Ça peut être sympa comme épisode, ça. Tout à fait. Et ben d'ailleurs, parlons de BYD d'ailleurs. La troisième société, donc BYD, le Tesla chinois. Donc en bref, BYD, Build Your Dreams. Donc, tu savais toi que ça voulait dire ça? Non, pas du tout. Ah, moi non plus, je savais pas. Donc c'est un des leaders mondiaux dans le secteur des véhicules électriques et des batteries. Je le précise bien, vous allez voir juste après. Avec un cours de bourse qui a fait 681% en 10 ans, face au S&P 500 qui a fait 186%. Donc, pour une fois, c'est une entreprise qui surperforme le S&P 500. BYD s'affiche comme le principal concurrent de Tesla. Alors, l'entreprise a été fondée en 1995 par Wang Shanfu et elle évolue dans le secteur de la consommation discrétionnaire et plus précisément dans la sous-industrie des constructeurs automobiles et de batteries. Elle a une capitalisation boursière de 107 milliards de dollars. C'est quasiment rien quand tu compares à quasiment plus de 1000 milliards de dollars de Tesla. On est quasiment 10 fois plus. Donc c'est vraiment insignifiant. Elle a dégagé un chiffre d'affaires en 2023 de 85 milliards de dollars et affiche un résultat net de 4,2 milliards de dollars. Donc soit une marge nette de un peu moins de 5%. J'ai envie de dire, il n'y a rien de méchant là-dedans, on est dans l'automobile, on va voir ça juste après, c'est pas dramatique. Elle a un PER de 32 face au PER de 47 qu'elle avait sur ces 10 dernières années, donc c'est plutôt encore là une entreprise qui est décotée. Décidément, toutes ces entreprises chinoises sont bonnes à acheter sur le papier. Le free cash flow, il est positif, ça c'est bon à le savoir, on est à 6,1 milliards de dollars, donc pour un automobile, enfin pour le secteur d'automobile, c'est rare que les free cash flow soient positifs, donc c'est intéressant de le souligner. Le ROIC sur un an, on est à 8,54%, donc un peu en bas de fourchette, enfin en bas de tableau plutôt, et la note IQ est de 10 sur 20, donc on est à pile à l'équilibre, c'est limite.
Et d'ailleurs, je crois qu'on a une Qu'est-ce- meilleure note que Tesla, si je ne m'abuse, puisque je Tesla crois que est à Tesla, on est à 7. 6,5 Ouais, sur 20. c'est ça. Donc Tesla, pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du business model et des segments d'activité? Je pense que vous l'avez compris, hein, mais 60% de son chiffre d'affaires est dans la vente de véhicules électriques et de véhicules hybrides. Baidu, c'est le premier vendeur mondial de véhicules électriques en 2023. Elle propose une large gamme assez étendue de véhicules. Ça va des citadines avec ses modèles Dolphin et Ion Plus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur Internet si vous voulez les modèles qu'offre BYD parce que ils sont plutôt réussis esthétiquement parlant. Moi, franchement, j'ai pas trouvé ça moche. Elle a également évolué dans le secteur de la berline, plutôt haut de gamme avec ses modèles Han et Tang. Et BYD vend 70% de ses voitures en Chine, mais pour une fois, elle se développe aussi en Europe, en Amérique latine et en Asie. Et dites-vous que la croissance a été vraiment très bonne, pour ça qu'il y a une prédictibilité qui est très bonne aussi, de 96%. Et d'ailleurs, le chiffre d'affaires sur 10 ans a fait plus de 34% de performance, donc c'est vraiment très bien. Parce qu'en 2021, BYD vendait 600 millions de véhicules. En 2022, elle a vendu 1,86 milliard, donc plus du double, bien plus du double. Et en 2023, elle a vendu 3,02 milliards. Donc vraiment une très très belle croissance. Mm. D'ailleurs, je suis allé Euh, voir du coup la Anne là, sous les yeux, la berline. C'est vrai qu'elles sont sympas, hein. Franchement, ouais, honnêtement, franchement, je les à mon trouve a- ça esthétiquement, doit, je les trouve même plus sympas que les Tesla. ça doit être un designer européen. Bah, c'est pas trop ça sinon. Ouais, non, franchement, comme SUV, moi je trouvais ça plutôt pas mal. En plus, tu vois, on est. Ah non, il n'y a pas T'as le nombre de raison, c'est chevaux. Wolfgang Egger qui est le designer de BYD, donc c'est un Allemand. C'est bien un designer européen. Tout droit sorti de Volkswagen, à mon avis. Et en plus, franchement, accélération de Non, 0 à Alfa 100. Romeo. Ah, je suis mauvaise langue. Mais Alfa Romeo appartient à Volkswagen, non? Ah non, c'est une boîte solo, Ah, je c'est crois. possible. Il a aussi fait les designs. Il a été chez Seat, Seat Lancia, Audi et Lamborghini. Ouais. Donc une petite pointure quand même, le mec. Ouais, non, il touche. Ok. Alors sinon, BYD, c'est également un fabricant de batteries et de stockage d'énergie et ça va représenter 20% du chiffre d'affaires, donc c'est plutôt pas mal, c'est une belle pondération du chiffre d'affaires. BYD développe en interne la batterie Blade, plutôt elle l'a développée, et d'ailleurs elle équipe ses véhicules. Alors apparemment, là aussi, si vous voulez investir dans BYD, faites vos propres recherches, mais apparemment il y a plus de sécurité qu'une batterie lithium-ion qui est utilisée de mémoire dans quasiment tous les véhicules électriques, toutes les voitures électriques, et apparemment elle a une meilleure durabilité dans le temps. Donc faites vos propres recherches après. BYD vend des batteries à d'autres constructeurs comme Toyota et Ford, et l'entreprise a profité de son savoir-faire pour développer des solutions de stockage d'énergie pour le secteur des énergies renouvelables. Donc c'est bien, je trouve que contrairement à Tesla qui se focalise vraiment sur l'automobile, là elle essaye de développer un peu d'autres secteurs, en tout cas au niveau de son chiffre d'affaires. Ouais. 10% de son chiffre d'affaires est également dans les bus et les transports publics parce que BYD, c'est le leader mondial des bus électriques avec des clients dans plus de 50 pays et 1800 bus en circulation. Donc c'est une chose plutôt intéressante parce que BYD signe plusieurs contrats avec des villes européennes et américaines pour électrifier les transports publics. Barcelone, il y a aussi une ville aux Pays-Bas, Lancaster et Londres notamment. Donc, contrairement aux deux autres entreprises que l'on a présentées juste avant, BYD arrive à un peu gratter des parts de marché, arrive à s'implanter dans le marché européen et américain, chose que les deux autres ont du mal. Et les 10% restants du chiffre d'affaires vont être sur les semi-conducteurs parce que BYD développe et conçoit en interne également ses propres semi-conducteurs et composants électroniques pour ses propres véhicules et d'autres industries. Tout ça, ça permet d'avoir une dépendance qui est moindre à des fournisseurs externes, notamment le groupe Stellantis en avait vraiment beaucoup pêché il y a de ça quelques années après le Covid.
avec notamment les voitures Peugeot qui n'avaient même plus de compteur automatique, enfin je sais plus comment on appelle ça, mais qui fonctionne avec des semi-conducteurs. Alors les points forts de BYD, donc déjà ça va être sa position de leader sur le marché. C'est le premier vendeur de véhicules électriques au monde, en dépassant Tesla avec 3,02 millions de véhicules livrés contre 1,81 million pour Tesla. Donc quand même une sacrée différence. Ses parts de marché sont très bonnes, elles sont supérieures à 35% en Chine. La croissance des parts de marché se retrouve aussi dans d'autres pays, parce que c'est vrai que BYD a tendance, après j'ai envie de dire c'est un peu le propre des produits chinois, mais elle concurrence avec des véhicules qui sont moins chers, avec quasiment autant d'innovation et d'autonomie qu'une Tesla. Donc voilà, c'est une concurrence qui est assez agressive face aux constructeurs occidentaux. Et BYD a notamment signé des accords avec Sixt, donc Sixt Boost Yourself, l'entreprise de location de voitures, et a commencé à s'implanter notamment en Thaïlande et au Brésil avec de nouvelles usines. L'autre principale force, en tout cas pour moi, ça va être sa production qui est verticale. Je pense que là, c'est un peu l'inspiration, la mentalité Elon Musk. Il faut savoir tout faire soi-même et il faut dépendre de personne. Parce qu'on voit donc BYD contrôle la fabrication de ses semi-conducteurs, des batteries, de ses propres moteurs, de ses châssis. Tout ça, ça va permettre de réduire les coûts et ça va également augmenter les marges. Et par exemple, le fait que l'entreprise fabrique ses propres batteries, elle va être moins dépendante que d'autres fournisseurs comme Catel ou LG Energy. Voilà, donc c'est toujours un plus face aux autres concurrents, aux autres constructeurs automobiles. Au niveau des marges par rapport à ses concurrents, donc BYD c'est un peu moins de 5% de marge nette, mais c'est mieux que Renault, on est à 2,66 pour Renault, c'est mieux que Volkswagen également, l'autre principal constructeur automobile mondial, parce que lui on est à quasiment 4%, mais par contre Tesla c'est vrai qu'avec ses modèles premium arrive à, à marger beaucoup plus au niveau des prix, parce qu'on est à 13,08% de marge nette, donc c'est vraiment pas mal pour Tesla. Alors, au niveau des points faibles, par contre, pour BYD, euh, quand tu compares à Tesla, par exemple, c'est vrai que c'est une image de marque qui est pas très forte. BYD est vraiment connue en Chine, mais elle est encore un peu discrète en Europe. C'est vrai que Tesla, on la voit partout, on dirait qu'elle est gratuite, limite, cette voiture. Donc voilà, il n'y a pas forcément de marque très forte. Après, là où elle tire son épingle du jeu, vu que ces modèles sont pas très chers, les consommateurs ont tendance à privilégier des voitures plus abordables. Voilà. Donc, en autre point faible, on va retrouver une concurrence qui est importante, surtout sur le marché du véhicule électrique. Volkswagen, Hyundai, Ford, Toyota, etc. sont bien rentrés dans ce milieu de l'électrique. Et Tesla, elle, essaye un peu de baisser ses prix, de rogner un peu ses marges pour contrer justement cette ascension de BYD. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas forcément enfin, c'est un point faible. Et forcément, il y a des régulations. Donc là, ça va être principalement aux US et en Europe, avec de nombreuses barrières commerciales contraignantes. Donc là, ça va être principalement des taxes douanières. Et au niveau du mode, forcément, c'est un peu comme tous les constructeurs automobiles, je trouve qu'elle en a pas énormément. Il y a peut-être des économies d'échelle, oui, mais c'est pas non plus un avantage compétitif durable et long terme comme j'aime. Oui, elle a de l'économie d'échelle parce que son intégration est verticale, mais c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a des actifs intangibles, c'est vrai, parce que elle développe ses propres batteries, donc la Blade Battery. Donc c'est une batterie lithium fer phosphate. Il y a une meilleure sécurité, une meilleure longévité et les coûts sont réduits par rapport à d'autres batteries classiques. Je pense que honnêtement son plus gros avantage concurrentiel, c'est son soutien du gouvernement chinois, le fameux mode réglementaire, où BYD bénéficie d'un fort soutien des autorités chinoises qui veulent faire du pays le leader mondial des véhicules électriques. Et pour ce faire, il y a des subventions qui sont massives. Donc là aussi, il y a la planche à billets qui tourne pour les constructeurs chinois. Il y a un accès prioritaire aux ressources, aux infrastructures, et il y a une protection contre les concurrents étrangers, avec notamment donc des restrictions et des réglementations donc pour les Tesla et d'autres marques occidentales.
Mais voilà, BYD va vraiment bénéficier de pas mal d'avantages, mais tout ça, ça va être offert par l'État chinois, comme les infrastructures et les matières premières, hein, le lithium, le cobalt, qui est très présent en Chine. Tout ça, BYD va pouvoir en profiter. Voilà, ça sera le premier servi parce que ça sera le premier venu. Bon, je pense qu'on a bien détaillé ces trois entreprises, Hugo. Ouais, tout à fait. Donc, grosso modo, Tencent, le Google chinois, Alibaba, le Amazon chinois, et BYD, le Tesla chinois. Euh, Écoute, je suis allé voir honnêtement les chiffres de BYD, c'est assez sympa en fait. Mais écoute, on va garder ça pour la conclusion. On vous dira ce qu'on en pense juste un peu plus en détail après. Mais avant ça, on va parler ETF rapidement, puisque vous allez me dire, oui, on n'est pas obligé de faire du stock picking pour s'exposer à la Chine. On peut s'exposer à la Chine via un ETF et notamment via le PEA. Puisque, on en a parlé, on a l'indice MSCI China qui permet de s'exposer à la Chine, et on a un ETF en l'occurrence pour le PEA, c'est le PASI, donc ticker PASI de Amundi, donc le Amundi MSCI China ESG Leaders. Donc, alors, comme vous l'avez vu au nom, malheureusement c'est un ETF ESG. Pour moi, comme pour toi, Jean, d'ailleurs, je crois, vous savez que c'est rédhibitoire. Personnellement, jamais je n'investirai dans un ETF ESG pour plein de raisons. Mais c'est important, enfin c'est intéressant de noter que cet ETF existe. Donc il a 51 millions d'euros d'encours sous gestion, donc c'est assez faible, et il a 0,65% de frais de gestion, donc c'est très élevé pour le coup. Il est capitalisant et synthétique. Par contre, donc voilà, comme on l'a dit, attention, il est ESG, mais on n'a pas que cet ETF. Alors, vous voyez, par exemple, on passe à 195 entreprises pour ce MSCI China ESG versus 581, je crois que c'était pour le MSCI China classique. Je vais confirmer ça tout de suite. 581, voilà. Donc, on passe de 581 à 195 entreprises. Donc, moins de la moitié, quoi. Et au niveau des performances sur 10 ans, bah forcément, hein, on a une performance assez mauvaise, et on a même une performance encore plus mauvaise que son indice de référence, donc on a une tracking différence qui est assez impressionnante sur cet ETF, puisque l'indice de référence, donc le MSCI China, sur 10 ans a fait moins 23,31% de performance, alors que l'ETF, le PASI, a fait moins 30,67% de performance. Donc on voit clairement une performance catastrophique de la part du PASI, donc PASI, à titre personnel en ETF que je n'achèterai jamais. Mais on peut noter également 3 autres ETF pour s'exposer à la Chine sur le PEA. Là, ce sont des ETF un peu plus larges, des ETF marché émergents. Le premier, c'est le PASI, mais attention, celui-là, il est avec 2 A. Donc le PASI, c'est l'ETF China. Le PAASI, c'est le MSCI Emerging Asia ESG Leaders. Donc là, c'est le MSCI marché émergent Asie, globalement. Donc c'est l'Asie spécifiquement hors Japon. Ensuite, on a le PAEJ. Donc ça, c'est le Amundi PEA Asie-Pacifique. Donc lui, je crois qu'il n'est pas ESG d'ailleurs. Je vais vous confirmer ça, mais je crois que c'est le seul de la liste qui n'est pas ESG, puisque le PASI est ESG. Donc PAEJ, donc le PEA Asie-Pacifique, effectivement, il n'est pas ESG. Et dans celui-là, on retrouve, si je ne m'abuse, donc c'est MSCI Asia-Pacifique, on retrouve tous les pays de l'Asie-Pacifique en excluant le Japon. Donc effectivement, dans celui-là, qui est le seul qui n'est pas ESG, on retrouve la Chine à 26%, suivi de Taïwan 19%, l'Inde 17%, Australie 15%, Corée du Sud 9%, et autres 12%. Et ensuite, on a encore un ETF ESG, le PAEEM, qui était un ETF que j'avais personnellement quand j'ai commencé à investir, j'avais acheté cet ETF. Donc ça, c'est le Amundi PEA MSCI Emerging Market ESG Leaders. Donc personnellement, quand je l'avais acheté, il n'était pas encore ESG cet ETF, ils l'ont passé en ESG en septembre 2023, date à laquelle je l'ai revendu aussitôt. Mais voilà, globalement, pour les ETF PEA, le PASI pour s'exposer à la Chine, le PASI avec 2 A pour s'exposer au marché émergent Asie, le PAEEM pour s'exposer au marché émergent tout court, et le PAEJ pour s'exposer à l'Asie-Pacifique hors Japon, en sachant que celui-là, c'est le seul qui n'est pas ESG. Donc potentiellement, en tout cas à titre personnel, je dirais que c'est la seule option viable
sur PEA, donc le PAEJ. Parce qu'on n'a pas eu la meilleure performance en bourse de l'histoire avec cet ETF, à mon avis. Avec le PAEEM, ouais, effectivement, j'avais une performance catastrophique. D'ailleurs, je l'avais revendu à perte, je crois, à moins 15%. Donc oui, clairement, j'ai une performance catastrophique. Honnêtement, je pense pas que je l'aurais vendu s'il l'avait pas passé en ESG. C'est vraiment le fait qu'il l'ait passé en ESG qui m'a fait le vendre. C'était rédhibitoire. Ah ouais, non, moi, le ESG, c'est hors de question. C'est clair. Voilà. Écoute, on peut passer à la conclusion. On a bien ratissé, là. Alors, pour ma part, je me permets de commencer, tu pourras conclure ce que je t'en prie. Alors, ça a été un podcast qui est plutôt intéressant, tu vois, à travailler, parce que je pensais pas que des entreprises comme Alibaba et Tencent étaient si intéressantes que ça. Je les connaissais, à vrai dire, à peu près que de nom. Enfin, grosso modo, je savais ce qu'ils faisaient, mais c'était vraiment intéressant de s'intéresser à leur business model. Et forcément, quand j'ai préparé le podcast, j'ai un peu regardé aussi ce que faisait P. Diddy, donc Pinduoduo et JD.com, qui a encore d'autres Amazon chinois. Et franchement, c'est plutôt intéressant. Oui, je pense qu'il y a des pépites en Chine. Je pense qu'il n'y a pas qu'en Amérique, il n'y a pas qu'en France. Sur le PEA, on peut trouver des entreprises intéressantes à avoir en portefeuille. En Chine, potentiellement, mais vous le savez, comme on l'a dit tout à l'heure, la Chine, c'est un pays communiste et donc contrôlé par l'État. Enfin, l'État est au capital de toutes les entreprises, ou en tout cas, l'État a un pouvoir de décision sur absolument tout d'une entreprise. C'est l'actionnaire majoritaire sans être au board. Donc, personnellement, je n'investis pas dans des entreprises où l'État est au capital déjà en France et en Amérique. En tout cas, j'essaye vraiment de m'en séparer assez vite de ce genre d'action. Donc forcément, je vais pas commencer à aller sur du marché asiatique où là l'entreprise a carrément le pouvoir quasiment de vie ou de mort sur déjà les employés et sur le business model. Donc très honnêtement, pour moi, je passe. Certes, les entreprises, ce qu'on a présenté se négocie avec un discount qui est assez important au niveau des PER qui sont très faibles, mais je pense que ce discount est tout à fait raisonnable et relativement bien pricé au vu du risque qui est d'investir dans des entreprises comme Alibaba, Tencent ou BYD, ce que vous voulez. Voilà, je pense que c'est un discount qui est tout à fait raisonnable et tout à fait logique. Je pars du principe qu'investir dans un pays beaucoup trop différent culturellement, socialement, politiquement d'une autre est un risque qui, selon moi, n'en vaut pas forcément le coup. Des opportunités, je préfère en trouver sur le marché occidental. À part, on n'a pas encore fait l'épisode sur l'Inde, mais voilà, pour l'instant, je préfère esquiver la Chine. Et si la Chine, un jour, devient capitaliste et que le fond de son drapeau passe du rouge au bleu, je pourrais potentiellement investir en Chine, mais ce n'est pas demain la veille. Voilà, donc pour ma part, je passe. Et toi, Hugo, tu t'achètes ou pas? Écoute, je vais avoir à peu près la même conclusion que toi, au risque de décevoir nos auditeurs, mais voilà, on a tendance, c'est vrai, tous les deux souvent à critiquer les marchés émergents, mais je pense que c'est important de rappeler pourquoi de temps en temps, des entreprises de qualité, il y en a partout, mais pour ma part, alors honnêtement, de toutes les entreprises chinoises qu'on a vues aujourd'hui, il y a que Tencent qui pourrait m'intéresser. Pourquoi? Parce que Alibaba, franchement, ça m'attire pas des masses. C'est clairement pas un secteur sur lequel j'ai envie de m'exposer. Pour le coup, je préférerais acheter un Amazon sur le même créneau, quoi. BYD, pour moi, l'automobile, c'est non, jamais je n'achèterai de l'automobile, que ce soit chinois, européen, américain, martien, tout ce que vous voulez. Jamais je ne m'exposerai à l'automobile, c'est hors de question. Je trouve que c'est un secteur qui est... déjà, il n'y a pas de marge, c'est un secteur qui est extrêmement sensible aux régulations. Voilà, demain, tu as l'Europe qui ajoute des frais de douane sur la BYD, c'est fini. Demain, tu as Trump qui ajoute des frais de douane sur les marques allemandes, enfin les marques européennes, c'est fini. La fin des crédits carbone pour acheter des voitures électriques en Europe, enfin tellement de choses qui font que le marché de l'automobile, pour moi, je préfère largement m'en passer, surtout qu'il y a tellement d'autres opportunités ailleurs. Et donc Tencent, pour moi, c'est peut-être celle qui me parle le plus, parce que c'est un peu un Google chinois. Mais voilà, encore une fois, Tencent, quand on regarde de plus près, et quand on regarde vraiment les chiffres, et qu'on compare quantitativement avec un Google, on s'aperçoit que Tencent, on a des marges qui baissent, on a des retours sur capitaux qui baissent,
et surtout, on a de la dilution d'actions constantes avec des actions en circulation qui augmentent. Donc bref, pour moi, je vais passer aussi, quoi, même sur Tencent. Je préfère largement acheter du Google. D'autant que, voilà, comme on l'a dit, vous ne pouvez pas acheter d'entreprises chinoises en direct. Dans la plupart des cas, même je dirais quasiment dans 100% des cas, vous allez acheter des ADR ou des ADR, ou des GDR, pardon, donc des dérivés, des certificats, donc vous n'aurez pas l'action en elle-même, vous serez propriétaire d'un certificat en fait, l'action sera détenue par une entreprise, en général c'est une entreprise chinoise offshore, qui possède les actions de la dite société, donc par exemple Tencent, et vous achetez un certificat à cette entreprise qui dit, en gros, toi, investisseur machin, tu as le droit sur tant d'actions à avoir la réplication de la performance de ces actions. Mais tu as la réplication de l'actif sous-jacent, mais tu n'as pas l'actif sous-jacent, donc tu n'es pas actionnaire quand tu as un ADR ou un GDR. Donc pour moi, le stock picking en Chine, c'est exclu. Est-ce qu'il faut s'exposer à la Chine via un ETF? Pour ma part, la réponse est non également. C'est une économie qui est extrêmement dirigée. Comme tu l'as dit, le fond du drapeau est rouge vif. On a des disparitions de PDG comme Jack Ma. On a des tensions géopolitiques énormes, que ce soit avec l'Europe avec l'Europe ou avec les États-Unis. On a une économie qui est faiblissante depuis le Covid. On a une population qui est vieillissante. Avec leur politique de l'enfant unique, on a une population qui est extrêmement vieille et il risque d'y avoir un déclin démographique monstrueux dans les 20-30 prochaines années en Chine. Une performance historique qui est catastrophique. Quand même, je tiens à le souligner, on a 1% de performance par an depuis 1992, 1987 même, je crois. Il n'y a pas plus éclaté en fait que performance. 1% par an, c'est moins que le livret A. Vous auriez mieux fait d'acheter du livret A que d'investir en Chine. C'est clair, hein. C'est clair. Sans déconner. Donc non, effectivement, la Chine, c'est une catastrophe. Et en plus, on a une offre d'ETF qui est absolument éclatée sur PEA et qui est full ESG. Donc, encore une fois, il faut aussi rappeler un point essentiel. Si vous voulez vous exposer à la Chine, j'ai envie de dire, achetez du LVMH. LVMH, ça vend 25% de ses produits en Chine. Donc pas besoin d'aller chercher plus loin. Toutes les multinationales aujourd'hui sont exposées à la Chine. Vous êtes exposé à la Chine avec du LVMH, vous êtes exposé à la Chine avec du Apple, vous êtes exposé à la Chine avec du Hermès, avec du L'Oréal, avec tout ce que vous voulez, même avec du Pernod Ricard. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller en Chine pour s'exposer à l'économie chinoise. C'est toujours le même dicton. Donc, en gros, moi ce que j'en conclus, c'est que c'était extrêmement intéressant à préparer, parce que ça permet d'analyser des entreprises différentes. Et je pense qu'on va faire d'autres épisodes exotiques un petit peu comme ça. Notamment, j'ai bien envie de faire l'Inde, tu vois. Ouais, moi aussi, tu vois, s'il y a vraiment un pays dont j'ai envie de faire, c'est l'Inde et la Suède. Tu vois, ce sont vraiment Oui. Après la Suède, on les connaît. C'est moins exotique dans le sens où. Et ben l'Australie. Alors ça sera l'Australie. L'Inde et l'Australie, pour moi, ce sont vraiment les deux segments, les deux. Japon. Moi, je dirais Inde-Japon après. Écoutez, ça sera vous dans les commentaires qui déciderez. Est-ce que vous voulez qu'on fasse l'Inde et l'Australie ou l'Inde et le Japon? Mettez même l'Inde, le Brésil, l'Argentine. On va faire le tour du monde. on va visiter en du pays. Là, il y a le Canada aussi, mine de rien. Ouais, il y a le Canada, il y en a plein, hein. Il y en a. L'Indonésie aussi, il y a pas mal d'entreprises en Indonésie. L'Arabie Saoudite, c'est vrai que moi, tu vois, la grosse pétrolière saoudienne, La Saudi Aramco, là. Ouais, Saudi Aramco, c'est vrai que celle-là, elle a l'air assez intéressante. Oui. Et, est-ce que c'est une entreprise à acheter? Peut-être pas, hein, mais une entreprise à décortiquer, ça peut être intéressant. J'ai ma petite idée. Moi aussi. Non, écoutez, je vais conclure. Vas-y. Et ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que ce podcast vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile avec nous aujourd'hui. Avant de partir, un petit rappel, vous pouvez nous retrouver en tapant Focus Fondamental Podcast sur toutes les plateformes de podcast ou encore YouTube et Instagram. N'hésitez pas à aller dire à tout le monde que Focus Fondamental Podcast existe. Et si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de laisser un like et un commentaire à la même occasion pour nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous tous les lundis matins à 8h pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et de vos finances. Salut Hugo, salut à tous. Ciao. Ciao.